Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à une autre émission du monde canin de Jessica, où elle nous parle de ce monde quand même qui est démystifié aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler justement, en parlant de mystère, disons que c'est un peu mon domaine, les mythes des fausses croyances et les réalités. Alors ça, c'est quelque chose, parce qu'il y en a énorme. On va commencer avec un, par exemple. On est-tu rendu là? Je pense avant, si c'est possible, de revenir juste peut-être un petit peu sur je voyais les ton besoins regard, je me dis, il y a de quoi? c'est juste parce que la dernière fois, on a manqué un petit peu de temps là, avec les podcasts, évidemment. On ne veut pas non plus que ça soit trop long puis que ça soit vraiment super interactif puis intéressant pour tout le monde. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup d'informations que j'essaie de tout mettre là, dans un court laps de temps. Mais pour moi, c'est vraiment important de revenir juste sur les derniers points là, au niveau des besoins essentiels qu'on a moins eu le temps de parler, qui était tout ce qui était au niveau aussi du besoin sensoriel. Donc, quand on parle du besoin sensoriel chez le chien, c'est vraiment, dans le fond, tout ce qui est au niveau du goûter, le toucher, tout ce qui est au niveau aussi de la vue, évidemment, et au niveau là, de l'ouïe, donc tout ce qui est au niveau de l'écoute. Donc, c'est important de comprendre aussi que le chien, lui, c'est différent au niveau du toucher. Oui, il y a une partie du toucher qui se fait au niveau de ses pattes, donc au niveau des textures, etc. Mais il y a beaucoup de la forme du toucher chez le chien qui se passe aussi au niveau de la gueule. Parce que le chien, lui, a vraiment l'effet de préemption. Évidemment, il ne prend rien avec ses pattes. Tout est fait au niveau de la gueule. Ouais. Donc, le chien, c'est un peu comme nous. Tu sais, avant qu'on soit capable de tout manipuler quand on est jeune, on est un bébé avec les mains, on va tout se mettre à la bouche. Puis c'est vraiment comme ça, tu sais, qu'on va analyser, qu'on va prendre l'information, etc., de l'objet ou peu importe c'est quoi. Donc, c'est un peu le même principe. Lui, le chien, comme il développe jamais, évidemment, la préemption comme il n'a pas des mains, etc., il a des pattes, il y a beaucoup aussi de ce toucher-là qui va se faire au niveau, évidemment, de la gueule. Fait que c'est super intéressant à savoir. Et comme on avait parlé au niveau des sens, au niveau vraiment du développement du chiot jusqu'à l'âge adulte étant chien, bien évidemment, la plupart des chiens, eux, vont vraiment analyser leur environnement, surtout au niveau sensoriel, donc vraiment au niveau olfactif. Et comme on avait vu, bien, le chien, lui, vraiment découvre tout avec son odeur. Donc, avant d'être l'aspect visuel qu'on est là, bien, pour mon chien, je suis une odeur avant tout. Donc, il me reconnaît vraiment principalement par une odeur. Et comme on avait vu de mémoire, là, le chien, évidemment, c'est le seul sens avec lequel il naît et qui est déjà, pas à 100%, mais qui est déjà quand même vraiment développé. Donc, le chien, tout n'est que odeur avant d'avoir un aspect visuel, etc. Donc, c'est super intéressant parce qu'avec l'odeur, au niveau de mon métier, je travaille beaucoup d'associations positives. Quand on travaille de la désensibilisation progressive et positive, bien, je vais beaucoup travailler avec l'odeur. Et souvent, ça va avoir un effet qui est très immédiat. Donc, exemple, un chien qui a peur des enfants, ces choses-là, on va souvent, je vais commencer avec l'odeur sans nécessairement avoir l'enfant en présence. Donc, on va créer une association positive qui est reliée à l'odeur. Et souvent, on a un chien qui va avoir une adaptation qui va être plus progressive et plus positive rapidement. Donc, on va aller vraiment au niveau des cognitions avant d'aller nécessairement dans des thérapies qui sont plus élevées. Donc, c'est juste de comprendre que le chien, l'odeur pour lui, c'est très... et qu'il a une mémoire olfactive, donc qui est vraiment différente de nous avec notre mémoire visuelle au premier plan. Et donc, c'est vraiment, lui, il découvre tout avec ses sens. Donc, c'est très important de combler ce besoin-là au niveau sensoriel, que ce soit avec des activités de léchage, des activités de recherche, que ce soit au niveau des activités sensorielles qui demandent la vision, justement l'odorat, l'ouïe, le goûter. Donc, c'est très important pour le chien. Et quand on voit au niveau des autres besoins, évidemment, on avait tout ce qui était au niveau là, aussi... qu'on avait parlé rapidement des niveaux de besoins de race. Celui, j'y reviendrai pas parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est sûr que c'est important de combler les besoins qui sont spécifiques à chaque race, d'où l'importance, comme on l'a vu, de prendre une race qui est vraiment adaptée à notre mode de vie, qui est adaptée à nous pour être capable de combler ces besoins-là. Tu sais, si je prends un chien de chasse, mais que je chasse pas du tout, puis je fais aucune activité que je pourrais combiner au moins pour combler ces besoins-là primaires à l'animal, bien peut-être qu'il va avoir des manquements à ce niveau-là qui risquent d'avoir un impact direct par la suite sur ses comportements, etc.
etc. Fait que ça aussi, porter une attention à ça. Puis les besoins qu'on avait, je pense, qu'on avait moins eu le temps de parler, c'était sinon lui au niveau masticatoire. Donc, masticatoire, évidemment, comme je l'ai mentionné, c'est important d'avoir des activités. Fait que là, on parle d'une bonne diversité d'activités masticatoires, une bonne diversité d'outils, que ce soit des os, qu'on parle de n'importe quoi, là, pénis de bœuf, trachée de bœuf, ça peut être des oreilles de porc, ça peut être des pattes de poulet, ça peut être, tu sais, on a vraiment des multiples, là, surtout là, des bois de Java, il y en a sans fin, là, mais c'est super intéressant aussi de justement de devoir combler l'activité masticatoire chez le chien, puis ça va avoir une grosse incidence évidemment par la suite sur son, évidemment sur son comportement en tant que tel, là, donc, c'est un petit peu sur ce que je voulais revenir rapidement parce que je trouvais que c'était quand même de l'information, surtout au niveau sensoriel, qui était quand même très intéressante aussi à savoir. Puis on comprend ça, on a une meilleure compréhension du chien, on est capable aussi d'aller dans une meilleure éducation ou meilleure rééducation au niveau si on doit travailler de la thérapie là, comportementale. Là. Puis ça, justement, la mémoire olfactive, c'est assez impressionnant. On va te donner un exemple. J'ai eu une personne qui était qu'on voyait souvent étant jeune. À un moment donné, il a comme disparu. De notre vie, puis tout ça. Puis, en retour, le chien, écoute, nous autres, on s'est à peine, on a eu de la misère à le reconnaître, la personne. Le chien l'a reconnu tout de suite. Tu sais, le chien qui était sauvage, qui restait distant du monde, il l'aimait, mais il l'a reconnu tout de suite, au bout de 10 ans. Là. Oui, puis il l'a reconnu probablement avec son odeur et non nécessairement visuel. Et ça, c'est la preuve même, c'est qu'exemple, moi, des fois, je peux revenir d'une veillée ou quoi que ce soit le soir, bien, si toutes les lumières sont fermées, là, je vais arriver chez moi, je vais rentrer, je vais dire « Hey, salut, Zora, Milo, c'est moi! » Puis ils me voient quand même, parce qu'exemple, dans mon entrée, il y a de la lumière, c'est la seule place où il y a de la lumière, c'est sûr, c'est pas aussi éclairant, mais quand même, donc ils n'ont pas la vision à 100 %, mais ils voient quand même un peu que c'est moi, tu sais. Puis même s'ils m'entendent parler, ils voient que c'est moi un petit peu rapidement, bien, souvent, ils vont avoir peur, puis ils vont rester loin, ils vont me japper après, puis ils viendront pas. Puis là, quand je vais m'approcher assez, parce que souvent, ça me fait rire, fait que là, je suis comme, ben voyons, c'est moi les chiens. Puis là, je m'approche et que je leur tends la main, bien là, souvent, l'odeur, évidemment, vu que je suis plus près, va se rendre jusqu'à eux. Bien, tout de suite, là, ils me reconnaissent, puis là, tu sais, ils changent totalement de comportement. Donc, c'est la preuve même que, tu sais, le chien, vraiment, avant tout, avant d'être ton aspect physique, avant d'être ton aspect au niveau, tu sais, de ta voix, ces choses-là, il va vraiment reconnaître une odeur. Et ça, je travaille beaucoup avec ça parce que j'ai même mon teckel, exemple, moi, qui est beaucoup réactif avec les autres chiens. Exemple, avec le chiot à ma soeur, qui est rendu un chien adulte, l'intégration, c'est super bien fait, mais je suis sûre en partie parce que le chiot veut pas, qui cohabite avec ma soeur, doit avoir une certaine odeur qui est propre à cet environnement-là, que mon chien associe positivement. Il associe ma soeur positivement par rapport à son odeur, ce qui fait que l'intégration, c'est super bien fait. Puis en une fois, on a pu déjà les laisser ensemble, puis il n'y a jamais eu d'incident ou de réactivité, alors que normalement, même avec de jeunes autres chiots, si c'est des gens que mon chien ne connaît pas, et on va devoir faire un travail de socialisation qui va être beaucoup plus en indirect et tout ça, parce que sinon, c'est sûr qu'il arriverait un incident et probablement que mon chien éprouverait des comportements agressifs à cause des mauvaises expériences dans le passé, ce qui fait que là, maintenant, il est plus réticent à rencontrer d'autres chiens. Mais ça prouve juste par rapport à l'odeur, c'est fou ce qu'on peut travailler aussi quand on en prend connaissance également, là, que ce soit de la socialisation, de l'intégration d'un nouveau-né, que ce soit de l'intégration avec des nouveaux chiens, etc. Donc, moi, je l'utilise beaucoup dans mes techniques aussi. Puis c'est assez impressionnant parce que quand je finis mes tournages, je retourne chez nous, mes chiens, ça m'ordiffe. C'est tout après moi et ça lâche. Moi, tu passes à l'inspection. Oui, parce qu'ils ont senti qu'il y avait eu d'autres chiens proches de moi. Hein? Alors, on va y aller avec les mythes, fausses croyances, et puis visite les réalités. On va y aller en... Oui, lance-moi tout ça, puis je te dirai... Pourquoi, en fait, c'est soit un mythe ou une fausse croyance? Parce que c'est ça, les gens, souvent, vont vraiment... Tout ce qu'on va voir ici, c'est vraiment des mythes ou des fausses croyances. Donc, on va vraiment les démystifier. Ce n'est pas des choses que je dis, là, juste pour être sûr, mais en tout cas, je pense que ça va être très clair. Mais ça, c'est pour ça, là, c'est vraiment des choses que le monde, les questions qu'on se pose. La dominance... Donc, la dominance, c'est vraiment, je pense qu'on en a parlé brièvement dans un ancien podcast de mémoire. Donc, c'est vraiment une ancienne théorie qui a été réfutée et qui a été réfutée par David Meck, qui était vraiment le spécialiste qui avait vraiment, en fait, créé le concept de dominance. En fait, rapidement, lui, c'était vraiment sur des études qui s'étaient basées sur des loups qui étaient en captivité, donc, tu sais, on s'entend, leur environnement était inadapté à leurs besoins. C'était des loups de n'importe quel un peu mode qui étaient mis à travers tout ça. Donc, il y avait vraiment
comportements, oui, beaucoup plus de comportements agressifs, beaucoup plus de comportements de protection de ressources, ces choses-là, de protection de l'environnement, parce que, justement, l'étude était un peu biaisée dans le sens qu'on n'étudiait pas des loups dans leur environnement naturel, ce qui a été possible quelques années plus tard, et d'où pourquoi le scientifique s'est réfuté, parce que là où on a commencé à avoir plus de technologie, bien, on a pu commencer à suivre, en fait, puis faire des études sur ces animaux-là, mais vraiment dans leur habitat naturel, suite aux nouvelles technologies qui se sont présentées, donc les colliers, ces choses-là. Donc, c'est là qu'en faisant vraiment ces études vraiment sur ce qui était adapté, donc le loup dans son environnement vraiment normal, instinctif, etc., il s'est rendu compte qu'au final, bien, toute sa théorie était vraiment biaisée. C'est lui-même qui s'est réfuté parce qu'au final, il s'est rendu compte que des loups, souvent, lui disait qu'il y avait le mâle alpha avec la femelle alpha, puis c'était juste eux qui pouvaient se reproduire, etc. Puis qui gardait les ressources, mangeait en premier, etc. Mais il s'est rendu compte, en fait, que souvent, une meute de loups, c'est en fait une famille. Donc, c'est un père, une mère. Donc, souvent, c'est deux loups qui ont décidé de fonder leur propre meute. Donc, ils sont sortis de leur meute, de leur fratrie, se sont rencontrés, ont décidé de s'accoupler, de former leur propre meute. Donc, il s'est rendu compte que finalement, c'était pas de la dominance, c'était vraiment juste de l'éducation parent-enfant. Un peu comme nous, nos parents nous dominent pas. On les écoute parce que c'est eux qui nous ont tout appris. Puis si ils ont survécu puis sont là à ce jour, ben c'est parce que probablement qu'il y avait une partie de la solution. Donc, mais on les respecte, on les écoute, on respecte, on fait ce qu'ils nous demandent de faire, mais c'est pas parce qu'ils nous dominent, c'est parce que, justement, c'est nos parents. Bien, c'est un peu ce qui s'est rendu compte, en fait, le chercheur, c'est qu'au final, bien, c'est ça, c'est que c'était la raison pourquoi c'était les seuls deux qui s'accouplaient, c'est que la nature est tellement bien faite, c'est que si les parents seraient accouplés avec leurs propres enfants, bien, ça leur aurait créé, justement, de la consanguinité, ce qui aurait créé vraiment des problématiques au niveau de la race, donc probablement beaucoup de moins de chances de survie. Donc, la nature est bien ils sont conscients de ça. Ils sont pas, c'est sûr qu'ils se disent pas, je ne m'accouple pas avec mon enfant ou mon frère parce que sinon je vais développer des problèmes. C'est pas tout ça, mais c'est instinctif et naturel. Donc souvent, il y a certains exemples, ceux qui vont être bien dans la meute, souvent ça va être des individus qui sont un petit peu plus peureux ou anxieux ou un petit peu moins sûrs d'eux, eux vont rester avec la meute tout le temps, donc se reproduiront jamais, puis vont vraiment éduquer les chiots justement qui sont en fait leurs frères et sœurs, etc., de déporter des parents. Mais ceux qui ont un caractère souvent plus fort, etc., vont sentir le besoin justement de vouloir former leur propre meute. Donc là, vont sortir de la meute et trouver après ça leur partenaire et former leur propre meute. Donc, c'est vraiment à partir de là qu'il s'est rendu compte aussi que justement, que l'environnement était vraiment inadapté, que tout, en fait, c'est première recherche était vraiment biaisée parce que c'était pas du tout fondé sur ce qu'on retrouve vraiment dans la nature et à l'état sauvage. Donc, et c'est à partir de là que ce concept de dominance est vraiment interprété aux chiens parce qu'on a interprété, c'est toutes les canidés, donc les chiens font probablement de la dominance aussi et on a pu répertorier souvent ce qu'on associe à de la dominance et on va le voir parce qu'il y a beaucoup de mythes qui sont associés à la dominance qu'on va feuilleter. En fait, c'est relié souvent à de la protection de ressources. Donc, et ça, on va y revenir bien évidemment, mais c'est important de comprendre qu'en fait, aucun être vivant ne domine. Le seul être vivant qui veut dominer sur Terre, c'est vraiment l'être humain. Aucun animal, à proprement parler, ne domine. Il n'y a aucun animal qui se dit « Hey, toi, tu vas être en bas de moi et puis c'est moi le dominant. » Tout ce qu'on associe souvent de la dominance, c'est en fait de la protection de ressources. Là, et ça, justement, je vais en parler plus en profondeur, là, on va être rendu à ces points-là. Mais c'est important de comprendre ça. Donc, quand on démystifie ça, on comprend bien des choses. Rien que ce thème-là, on pourrait faire. Là. Oui, je pourrais faire des heures et des heures et des heures. C'est pour ça qu'on y va vraiment global. Mais la dominance, c'est vraiment un sujet. Et même encore aujourd'hui, on fait des études là-dessus, mais ça a vraiment été réfuté. Et maintenant, on ne parle plus de dominance du tout au niveau du monde animal. C'est vraiment un terme même qu'on essaie évidemment d'éviter. OK. Fait que d'abord, je mets beaucoup de temps à éduquer, sensibiliser mes clients et tous les propriétaires de chiens et tous les gens à savoir que la dominance, ça n'existe pas parce que c'est des concepts encore aujourd'hui que les gens qui sont un peu moins en connaissance de cause vont vraiment promouvoir un peu, puis vont comme associer à tout. Tu sais, le chien, il grogne quand tu t'approches, il se domine, il te saute dessus, il te domine, il fait du montage, il domine, tu sais... Donc, nous autres, on peut dire que notre animal, on le domine pas, c'est comme une entente qu'il y a.
c'est pas une domination quand on... Non, ben en fait, nous, on peut dominer l'animal parce que, comme j'ai dit, le seul être vivant qui peut dominer, c'est l'humain. Fait qu'il y a des gens qui ont des chiens vraiment juste pour un peu comme avoir une emprise sur quelque chose. Donc oui, l'humain peut dominer son chien, évidemment, parce qu'il veut le dominer, puis il veut montrer que tout est en bas, puis c'est ça, tu m'écoutes, tu fais ce que je veux parce que c'est moi le boss. Mais le chien, lui, ne domine pas, non. Comme n'importe quel animal en vrai, là. Fait qu'on peut justement, ce qu'on va faire, c'est certaines races de chiens, comme le pitbull, le berger allemand, les rottweilers, puis autres races qui, quand même, qu'on dit dangereux, ce ne seraient pas des bons chiens de famille. Oui, donc ça, c'est faux de croire ça. N'importe quel chien peut être ou ne pas être un bon chien de famille, dépendamment de comment, en fait, de tous les facteurs qu'on a vus auparavant. Donc, de son milieu de vie, de son éleveur, de son tempérament à la base, etc. Donc, c'est beaucoup de facteurs qu'on doit prendre en compte, mais c'est pas vrai de dire que ce type de races-là ne sont pas des bons chiens de famille parce que, au contraire, j'ai vu beaucoup de chiens de ces races-là être des très, très bons chiens de famille, très protecteurs. Mais évidemment, c'est sûr que c'est des chiens de grande race. Donc, c'est sûr qu'au niveau, c'est sûr qu'il ne faut pas, comme j'en ai déjà mentionné, oui, ils peuvent faire plus de dommages, c'est sûr, s'il arrive un incident qu'un chihuahua ou ces choses-là. Donc, c'est sûr, il faut en prendre connaissance, il faut faire attention à ça, mais ça peut être autant des bons chiens de famille là, que n'importe quel autre chien. Donc, un coup bien éduqué, un coup bien... Il a été bien socialisé avec des enfants dès son jeune âge. On l'a pris dans un élevage familial où il avait déjà eu la chance de côtoyer des enfants, que les enfants savaient bien socialiser avec les chiens. Parce que des fois, il y en a qui disent « Ah, il a été dans un environnement avec plein d'enfants », mais les enfants n'arrêtaient pas de tirer les oreilles, de crier dessus, de le garrocher partout, de sauter dessus. Bien, c'est sûr que n'importe qui n'aime pas ça, comme n'importe quel chien n'aime pas ça non plus. Donc là, on peut venir à créer des associations négatives reliées aux enfants. Donc, oui, la socialisation, d'où l'importance, mais il faut qu'elle soit bien faite dans un cadre progressif, positif et en respectant évidemment l'animal pour que ça soit positif et associé justement, qu'il y ait un bon conditionnement. Là. Puis, l'autre, celle-là. Si ton chien a goûté du sang, il voudra y regoûter. Oui, on l'entend un peu moins aujourd'hui, mais ça a été beaucoup populaire là, auparavant. Donc, quand ton chien est mordu, il a goûté le sang, oublie ça, il faut que tu l'euthanasies parce qu'il n'y a plus rien à faire. C'est pas vrai du tout. Là. Souvent, le chien qui a déjà eu un incident est plus porté à le refaire parce que là, il a été un peu, s'il a été renforcé dans son comportement, dans le sens, par exemple, s'il a mordu un autre chien ou une personne dans le but d'éviter le contact, puis ça a fonctionné, bien, il a été renforcé dans son comportement, donc il est plus peut-être tenté à reproduire ce comportement. Mais jamais le chien se dit « Ah, j'ai goûté au sang, c'était donc ben bon, fait que je le refais parce que, tu sais, il n'y a aucun chien qui se dit ça, parce que sinon, tous les chiens, en fait, voudraient tous nous tuer parce que, tu sais, même dans les croquettes, même si ça a été séché à foie ou peu importe la transformation, ben à la base, c'est de la viande. Là. En tout cas, dans des bonnes croquettes, ou par exemple, les gens qui nourrissent leur chien au cru, le chien n'est pas plus agressif, puis fait pas plus de prédation, on ne veut pas plus tout manger ce qui bouge juste parce qu'il mange du cru. Fait que là, tu viens de tout détruire les mythes des loups-garous, là, qui courent après le sang, puis... Non, OK, c'est bon. Non, c'est bon à savoir. Mais en même temps, dans ce qui se rapproche, un chien qui mord mérite la mort. Oui, moi, je crois pas que c'est vrai. C'est pas nécessairement un mythe, c'est plus une croyance que certains individus ont. Je pense que non, parce que la plupart du temps, un chien qui mord, il y avait une raison derrière le pourquoi, puis souvent, c'est qu'il n'a pas été respecté, il n'a pas été écouté, il a pas, justement, ses besoins n'ont pas été comblés. Donc, il y a toujours une raison derrière le pourquoi. Fait que je pense que c'est comme quelqu'un de dire que, bon, parce que toi, t'as tapé une personne, ben tu mérites la prison nécessairement. Tu sais, je pense qu'il y a toujours, il y a un contexte derrière ça. Il y a vraiment aussi de savoir, bon, mais le chien, est-ce qu'il a seulement pincé? Tu sais, au niveau aussi, il y a beaucoup de risques, de facteurs à prendre en considération. Même chose quand moi, je fais des évaluations comportementales au niveau de l'évaluation de dangerosité canine, bien, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de ça. Même si le chien a mordu, c'est sûr qu'une morsure qui n'a pas laissé de lésion, c'est une morsure que le chien a arraché le bras. On s'entend que oui, peut-être que là, le risque de récidive, le risque aussi est beaucoup plus élevé. Donc là, peut-être que si le chien aussi démontre pas de signaux beaucoup d'apaisement, est un peu... impulsif dans ses réactions. Si en plus, on n'est pas capable de prédire un peu son comportement, bien là, oui, peut-être que, ça m'est déjà arrivé dans certains cas, très, très rare, très, 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 très rarement, mais dans peut-être un ou deux cas, de proposer, évidemment, vu que le chien pouvait pas être
rediriger dans une autre famille l'euthanasie, mais c'est très, très rare. Mais ça ne veut pas dire pareil que le chien mérite la mort pour autant. Là. Okay. Mais c'est pas tous les chiens qui mordent qui méritent la mort, parce que souvent, un chien qui mord, ben c'est soit relié parce que, comme je l'ai dit, on ne l'a pas respecté, on ne l'a pas écouté, relié à des mauvaises associations. Donc, sinon, c'est de dire que tous les humains, parce que, exemple, moi, quelqu'un me flatte, puis j'ai dit que je suis pas à l'aise, puis il continue à me flatter, fait que j'y fous une claque, mais que je mérite la prison, alors que, tu sais, c'est peut-être l'autre individu qui mériterait la conséquence, parce que c'est clairement lui qui ne m'a pas respecté, puis que c'est lui qui sera un peu, dans le fond, dans notre cas, à nous, victime un peu de viol, parce qu'il m'a touché, même quand je lui ai mentionné à plusieurs reprises que je désirais pas obtenir le contact. Mais donc, d'où l'importance du consentement aussi chez le chien. Puis c'est pas parce que, je pense que j'en ai parlé dans les anciens podcasts, qu'un chien, ce n'est pas un toutou, c'est un individu à part entière, il a ses émotions, ses besoins, et c'est pas parce qu'il est social qu'une fois, il désire à tout prix se faire donner des bisous, des câlins, flatter. On doit toujours demander le consentement, autant avec le chien que n'importe quel être vivant ou les humains. Donc, c'est très important. Puis souvent, ça va éviter beaucoup de risques et de conséquences là, à ce niveau-là. Absolument. Et si tu utilises la nourriture, ça n'apprendra pas à ton chien à écouter. La journée que tu n'auras pas de nourriture, ton chien ne va pas t'écouter. Ça se peut-tu? Il y a beaucoup de gens qui disent ça. C'est vrai, on les apporte avec... Souvent, les gens qui vont dire ça, c'est plate à dire, mais c'est des gens qui vont utiliser des techniques coercitives ou qui vont avoir des méthodes d'entraînement qui sont un petit peu... avec des gâteries, là. Non, mais qui sont un peu, ben, je dirais pas arriérés, là, mais bon, parce que moi, en tout cas, j'ai vraiment mon opinion là-dessus, mais chacun a son opinion. Mais moi, avec toutes les techniques coercitives, etc., donc les techniques qui utilisent vraiment la punition, tu sais, la douleur, la peur, la contrainte, pour moi, c'est impossible, improbable de penser travailler avec ces techniques-là. Mais souvent, les gens qui vont utiliser ces techniques-là vont un peu dénigrer un peu le renforcement positif en disant, bon, ben ton chien, tu sais, justement, une fois que tu n'auras plus de gâterie, il t'écoutera plus, etc. Mais c'est pas vrai de croire ça parce que nous, on apprend par motivation. Donc, le chien, c'est un peu le même principe. Donc, il est motivé. Si c'est un être vivant, s'il est en vie aujourd'hui, c'est qu'il est motivé par des buts. Puis ses buts, ben, c'est de survivre. Puis qu'est-ce qui lui permet de survivre? Ben, c'est ses besoins essentiels qu'on a parlé tout à l'heure, qui est les besoins physiques, les besoins mentaux, les besoins essentiels, les besoins masticatoires, les besoins de race, les besoins sensoriels. Donc, si j'utilise ces besoins à mon avantage, pour lui apprendre ce que j'ai besoin de lui apprendre, bien, c'est pas vrai de penser que la fois que j'aurai plus la gâterie, le chien ne travaillera plus. Par exemple, ça peut avoir quand même, ça peut être à double face, dans le sens que, moi, je dis toujours à mes clients, même si j'utilise des motivations, donc la nourriture, le jeu, le contact, les odeurs pour motiver le chien, la découverte, la nouveauté pour obtenir ce que je veux de lui, bien évidemment, l'important, oui, il faudrait pas que, si on utilise la nourriture ou la gâterie, que la gâterie soit toujours visuellement parlant. Parce que là, la fois qu'on l'a pas visuellement parlant, bien, le chien voudra pas nécessairement travailler si on ne l'a pas. Donc, c'est de travailler de façon aléatoire avec le motivateur qu'on va utiliser, qu'il ne soit pas nécessairement toujours visuel pour que le chien ne soit pas en attente et surtout de récompenser les comportements que notre chien nous offre naturellement, qu'on va voir plus au niveau des techniques d'apprentissage et d'entraînement dans les podcasts à venir. Donc, d'utiliser la capture, et ça, j'expliquerai un petit peu brièvement c'est quoi dans les prochains podcasts, mais c'est en fait vraiment de récompenser les comportements que notre animal nous offre par lui-même. Parce que souvent, les gens ont tendance à beaucoup renforcer quand les gens demandent un comportement et que le chien l'effectue. Mais tu sais, si le chien comprend que quand tu lui demandes un assis avec ta gâterie ou avec ton jouet ou peu importe le renforçateur que tu as, bien c'est payant, mais qu'il s'assit 500 fois dans la journée puis que tu lui donnes jamais de titre de récompense, que ce soit juste de le flatter ou juste de lui dire que c'est un bon chien ou justement de lui offrir une fois de temps en temps une petite gâterie ou ces choses-là, bien le chien comprend que oui, m'asseoir, c'est payant quand? Juste quand mon maître me le demande puis qu'il y a un motivateur visuel. Donc là, c'est là qu'il ne veut plus le faire nécessairement quand il n'y a pas d'autres motivateurs visuels. Fait que d'où l'importance aussi de venir à récompenser vraiment les bons comportements que notre animal nous offre, puis pas de les faire juste en séance d'entraînement. Parce que souvent, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils vont récompenser le chien. Bien, ils vont travailler leurs entraînements juste quand ils vont prendre leur pochette puis ils vont travailler dans le salon à 5 heures le soir, 10 minutes. Bien, c'est sûr que le chien, là, il est dans l'attente de « Ah, ça va juste être payant à 5 heures le soir dans le salon quand elle va sortir sa pochette. » Donc là, oui, il peut juste venir à vouloir un peu être motivé puis travailler plus dans cette occasion-là. Puis dans les autres moments, non. Bien, parce que dans tous les autres moments, les autres fois qu'il le fait, c'est pas payant. Puis, tu sais, on ne porte pas attention à ça. Donc, c'est vraiment aussi de changer l'environnement. Puis moi, j'essaie vraiment, et ça, les gens qui font une consultation avec moi le savent, moi, je veux vraiment à
entraîner, éduquer le chien, renforcer les comportements dans le quotidien. Donc, le chien me le donne pas juste dans une certaine situation ou quand je lui demande, il le fait au quotidien parce que c'est toujours payant au quotidien de le faire. Et évidemment, on va y aller de façon alternative dans le sens qu'une fois que le chien a compris que c'est payant d'effectuer ce comportement-là, l'a associé, le conditionné, bien, il va avoir ce qu'on appelle, je vais travailler le renforçateur de façon aléatoire. Donc, une fois, ça va être payant, une fois, ça l'est moins, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je veux dire, ma chienne, c'est pas à chaque fois qu'elle s'assied qu'elle a une gâterie, là. Tu sais, à ça, comme vous l'avez vu, des fois, c'est juste un good girl, une flatterie de 2 secondes, moi assis, puis je donne rien pantoute. Mais c'est sûr que tant que l'apprentissage n'a pas été fait, je vais utiliser un motivateur qui est plus élevé parce que plus on va utiliser un motivateur qui est élevé, plus le chien, de un, va apprendre rapidement parce qu'il est plus motivé, et de deux, bien, plus il apprend rapidement, bien, moi, dans le fond, moins je travaille, plus j'ai de résultats, puis c'est ce que je veux. Puis en même temps, en utilisant un motivateur que le chien aime, bien, il va le faire par plaisir, fait qu'il va m'en donner encore plus, puis c'est ce que je recherche, et c'est ce qu'on va voir aussi au niveau quand on va parler des méthodes d'entraînement et d'apprentissage à prioriser, évidemment. C'est un ordinateur, ce fille-là. Puis pour enrayer le mordillage, ben, il faut pincer, c'est quoi ça, la truffe? Les babines, tirer la langue, lui mettre le poing dans la gorge ou encore lui donner un coup de poing sur le museau. Oui. Ça, c'est aussi des mythes, des fausses croyances, plus que comme un petit peu qu'on a aperçu il y a d'années encore. Là, des fois, je l'entends encore en consultation. Donc, les gens qui disent, bon, ben mon chien est mal propre, bon, ben ce qu'on doit faire, c'est lui, non, excuse-moi, qui mordit, on doit justement, bon, ben lui pincer le museau, justement. Mais c'est pas vrai, ça. Il y en a qui disent, ah, je vais y mordre l'oreille ou ces choses-là, comme un chien frais, normalement, un chien, mais c'est pas vrai du tout, là. Au contraire, souvent, ça va créer plus de frustration chez l'animal, puis on va avoir un chiot qui risque, ou un chien qui risque d'encore plus tenter à mordre, parce que là, je lui envoie un signal que, comme lui, il va pincer trop fort, bien moi, je le mords plus fort. Donc, au final, on fait ce qu'on doit pas faire au chien. C'est un peu comme d'éduquer un enfant, tu dis de pas crier, mais tu écris après quand tu le fais. Fait que c'est d'en renvoyer un message qui est contradictoire. Souvent, chez l'animal, d'un, il ne comprendra rien. D'un, souvent, ça cause de la douleur ou de l'inconfort. Fait que le chien, on vient à créer un inconfort envers nous, une peur, une incompréhension. Et le chien, lui, comme je l'ai dit, n'est pas assez... il n'a pas la même compréhension que nous, tu sais. Donc, lui, il va pas assez loin pour dire « Ah, j'ai mordillé trop fort, puis j'ai des petites dents, puis oui, avec les chiens, je dois les mordiller, mais l'humain, on doit pas le mordiller, on doit jouer avec des intermédiaires. » Tu sais, il va pas aussi loin. Fait, il fait juste se dire « J'ai essayé de jouer en le mordillant. Ah, il me fait mal. » Donc, souvent, ça va créer un animal qui va moins vouloir chercher le contact au lieu d'aller le chercher, mais de façon différente. Donc, j'embarquerai pas trop là-dessus, parce qu'en même temps, je pourrais dire comment que, justement on fait pour que, au contraire, mais l'idéal, ça serait en fait de juste stopper l'interaction. Parce qu'un chien qui mordille, ce qu'il veut, c'est qu'il veut jouer. Ouais. Donc, s'il comprend que quand je mordille, bien, le jeu stoppe, bien, il va arrêter de mordiller, puis de lui montrer qu'il doit mordiller, donc jouer avec des intermédiaires. Donc, le chien va comprendre que quand je veux jouer avec l'humain, je ne dois pas le mordiller, je dois aller chercher mes intermédiaires, que ce soit ma balle, ma corde, mon tog, mon toutou, etc. Donc, mais c'est un petit peu comme l'inhibition de morsure qui s'apprend entre chiens. C'est comme ça. Donc, l'inhibition de morsure, souvent, ça s'apprend en jeunes chiens avec leur fratrie. Donc, ils jouent ensemble. Un s'emporte trop, mordit l'autre trop fort. L'autre, ça lui fait mal, il arrête de jouer. Ah, mais l'autre, il voulait continuer à jouer. Il se rend compte que si il teste pas le niveau de sa gueule, puis qu'il mord trop fort, bien, l'autre chien va arrêter de jouer. Donc, c'est comme ça aussi. Un chien qui est resté plus longtemps avec sa fratrie va avoir appris souvent l'inhibition de morsure, donc va avoir tendance à moins mordiller fort et à moins mordiller l'humain qu'un chien qui est resté moins longtemps avec sa fratrie et qu'on va devoir un peu faire le travail que la mère ou les frères et sœurs de la fratrie auraient fait à notre place aussi. Hey, on va poursuivre là-dessus dans la prochaine, parce que... paquet de mythes, de fausses réalités. Hey, on regarde ça. Le prochain, un chien peut être jaloux. Ça, c'est la prochaine. On vous laisse avec ça. Est-ce qu'un chien peut être jaloux? Hey, merci beaucoup, Jessica. Merci à toi. C'est toujours un plaisir.